C'était un drone russe qui a frappé la Pologne. Poutine est devenu complètement fou. C'est parce que ce n'était pas la seule attaque contre un pays de l'OTAN la nuit dernière. La nuit dernière, un drone russe a aussi frappé à l'intérieur de la Roumanie, autre pays de l'OTAN. La séquence que vous avez vue de la Pologne n'était pas à la frontière. C'était à 100 km, soit environ 60 miles à l'intérieur de la frontière polonaise. Tout cela est délibéré. Ce n'est pas une provocation, mais une tentative de sonder pour un projet important de Poutine. Il semble que l'administration Trump s'en rende enfin compte, car le président Trump vient de se retirer des pourparlers de paix qu'il orchestrait depuis 6 mois. Et maintenant, il mise tout sur la pression contre la Russie, en aidant l'Ukraine à frapper à l'intérieur du territoire russe. Donc, je m'appelle Sam, et aujourd'hui, voyons exactement ce qui s'est passé au cours des 2 derniers jours pour que le président Trump dise que l'Ukraine doit passer à l'offensive. Tout d'abord, voici plus de détails sur l'attaque polonaise qui a eu lieu ce matin. Selon la police, il a déclaré qu'un drone de marque s'est écrasé dans un champ de maïs à Ossini, à 100 km au sud-est de Varsovie, en Pologne, puis a explosé. Il n'y a pas eu de victimes, mais les fenêtres des bâtiments voisins ont été endommagées. Le bureau du procureur public en Pologne a indiqué qu'un objet retrouvé dans un champ était probablement un drone militaire. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a confirmé qu'il s'agissait d'un drone russe Shahed ayant laissé un cratère de 50 cm de profondeur. Il a été indiqué qu'il n'est pas clair si l'explosion s'est produite en l'air ou au sol. Le ministre de la Défense polonais a déclaré que la Russie essayait une fois de plus de provoquer les pays de l'OTAN avec cette action. Ce n'est pas une provocation. Poutine cherche à localiser les défenses aériennes et à voir comment l'OTAN réagirait s'il déplaçait l'armée russe vers la frontière polonaise. Je dis cela pour une raison simple. Comme l'a dit un jour le président George Bush, trompe-moi une fois, honte à toi, trompe-moi 2 fois, je ne peux pas te blâmer. Eh bien, devinez quoi? Ce n'est pas un incident isolé où un drone solitaire a simplement pénétré dans les frontières de l'OTAN. C'est un événement régulier qui se produit depuis 12 mois. En fait, il y a seulement 2 jours, nous avons eu d'autres drones russes qui ont pénétré en Lituanie et en Roumanie, d'autres pays de l'OTAN. Il est clair que Poutine essaie de voir comment les pays réagissent, comment l'OTAN réagit, et comment les États-Unis réagissent à ces attaques de drones. Pour aggraver les choses, la nuit dernière, la Russie a lancé une attaque massive contre l'Ukraine avec drones et missiles. Et l'une des cibles russes était une usine d'électronique appartenant à des Américains en Ukraine. Voici plus de détails. Voilà, vous pouvez toujours voir le fumée lors de l'incendie de ces investissements américains ici en Ukraine occidentale. Nous sommes très proches de la frontière avec l'Union européenne. Et tout à l'heure, ce matin, des missiles russes ont frappé cet endroit ici. Voici l'entreprise américaine Flex, l'un des plus gros investissements américains ici en Ukraine. Et regardez tout cela. Le Covid a tout détruit. C'est l'une des régions les plus sûres d'Ukraine. La Transcarpatie, de l'autre côté des montagnes, les Carpates. Et cela a vraiment été un chemin sûr. Et devrait-il subir la destruction totale provoquée par la Russie, par les missiles de Vladimir Poutine ? Il est important de rappeler à tout le monde que cela se passe pendant que la Russie prétend négocier la paix avec les États-Unis et l'Ukraine. Il y a quelques jours, Poutine est venu en Alaska et a assuré à Trump qu'il acceptait que l'Occident accorde des garanties de sécurité à l'Ukraine. Il semble que cette promesse n'était qu'une ruse pour prolonger la guerre. Parce que seulement quelques jours après que les pays occidentaux, les pays européens se sont réunis pour décider du type de garantie de quotidienne de sécurité qu'ils pouvaient offrir à l'Ukraine, le bras droit de Poutine, Sergueï Lavrov, est apparu lors d'une interview publique en disant que la Russie n'a jamais accepté cela. Écoutez-le vous-même. Je soutiens l'idée que ces garanties doivent être véritablement fiables. Nous avons ici un très bon exemple, qui, d'ailleurs, vient du côté ukrainien lui-même, comme ce fut le cas à Istanbul en avril 2022. La partie ukrainienne a proposé et notre délégation à ce moment-là a accepté de travailler sur des garanties de sécurité qui impliqueraient tous les membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, autrement dit, la Fédération de Russie, la Chine, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. De plus, d'autres pays comme l'Allemagne et la Turquie ont été cités, ainsi que d'autres potentiellement intéressés
à rejoindre ce groupe de garants de la sécurité. Je suis convaincu qu'en Occident, et avant tout aux États-Unis, ils comprennent parfaitement que discuter sérieusement de la question de la sécurité sans la Fédération de Russie est une utopie, une impasse. Une utopie. En plus de cela, Sergueï Lavrov a également confirmé que Poutine n'avait en réalité pas accepté de rencontrer Zelensky. Selon Lavrov, un sommet entre Poutine et Zelensky est une fantaisie de Trump. Et il dit que le président Trump a mal compris Poutine, parce que Poutine a seulement dit que la Russie allait élever le niveau de la délégation. La Russie a annoncé qu'elle enverrait un représentant de haut rang, pour informer les Ukrainiens, qu'elle poursuivrait les tueries. Maintenant, c'est quelque chose que nous avons dit, que c'était un piège, que Poutine essayait de tendre à Zelensky, et Zelensky a renversé la situation contre Poutine. Poutine a déclaré en réunion que si Zelensky abandonnait le Donbass, il serait prêt à arrêter la guerre. Poutine espérait que Zelensky ne dirait jamais oui. Poutine espérait que le peuple ukrainien ne dirait jamais oui. Il recevra alors tout le soutien des États-Unis pour rejeter la faute sur l'Ukraine, affirmant que ce sont les Ukrainiens qui refusent dans la paix. Eh bien, ce n'est pas exactement comme ça que la rencontre entre Trump et Zelensky s'est déroulée. Zelensky s'est rendu à la Maison-Blanche avec les dirigeants européens et a déclaré « Je suis prêt à rencontrer Poutine pour régler directement les concessions territoriales ». Zelensky a essentiellement dit que si Poutine veut le Donbass, il peut le demander en me regardant dans les yeux. Ce n'était pas quelque chose à quoi Poutine s'attendait, car pendant tout ce temps, il disait au peuple russe, il disait au monde entier que Zelensky n'était pas un dirigeant légitime. Maintenant, il ne peut pas se permettre d'aller se tenir à côté de Zelensky et de négocier comme s'ils étaient égaux. Parce que Poutine ne veut pas que le peuple russe pense que Zelensky est le président de l'Ukraine. Poutine dit au peuple russe que l'Ukraine n'est pas un pays, donc il ne peut pas aller négocier avec le président de ce pays. Il dit au peuple russe que ce n'est pas un pays. J'espère que tout cela est clair. Et le président Trump s'est rendu compte de ce qui se passait pendant tout ce temps. Poutine jouait pour Trime et mettait dans l'embarras le président Trump et son administration. Car un jour après avoir rencontré Poutine, tous les membres de l'administration présents à la réunion, dont le président Trump, le secrétaire d'État Marco Rubio et l'envoyé spécial Steve Ritkov, ils sont apparus à la télévision nationale sur plusieurs chaînes et ont affirmé avoir obtenu des concessions de Poutine. Poutine est prêt à offrir des garanties de sécurité et à rencontrer Zelensky. Ils l'ont dit à la télévision nationale, mais Poutine nie tout. Je n'arrive pas à comprendre à quel point c'est embarrassant, et j'espérais que nous verrions un signe fort. Eh bien, il semble que mon souhait soit en train de se réaliser, car nous avons vu des déclarations fortes de la part du président Trump. Gagner une guerre sans attaquer le pays de l'envahisseur est très difficile, voire impossible. C'est comme une grande équipe sportive qui a une défense fantastique, mais à qui on n'autorise pas à jouer en attaque. Aucune chance de gagner, que ce soit pour l'Ukraine ou la Russie. Joe Biden, corrompu et incompétent, n'a autorisé l'Ukraine qu'à se défendre, pas à riposter. Quel en a été le résultat? Quoi qu'il en soit, c'est une guerre qui n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. 0 fois. Des temps intéressants nous attendent. Le président Donald J. Trump. Nous allons analyser ce tweet dans un instant. Mais en plus de ce tweet, il a également publié cette image. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, le président Trump a publié une image de lui en train de pointer du doigt Vladimir Poutine, ce qui est bien sûr juxtaposé à une photo du président Nixon pointant du doigt l'ancien dirigeant soviétique Brejnev. Voici le contexte de la photo de Nixon. À cette époque, les États-Unis ont forcé l'Union soviétique à signer plusieurs traités sur les missiles antibalistiques et les armes stratégiques, après avoir réussi à ouvrir un dialogue et à se rapprocher de la Chine à la suite de la rupture sino-soviétique des années 1960. La deuxième photo vient en fait d'un sommet qui a eu lieu à Moscou en 1972 et c'était un moment énorme, un tournant pour la paix mondiale, car les deux superpuissances ont accepté de nombreux traités qui étaient considérés comme réduisant le nombre d'armes nucléaires dans le monde. Il semble que le président Trump tente quelque chose de similaire. J'espère que cette fois ce ne sera pas pire et que nous le verrons agir, car ces 6 derniers mois, malgré des propos fermes envers la Russie, rien n'a vraiment changé. Poutine parvient d'une manière ou d'une autre à le convaincre qu'il veut la paix, et ensuite nous n'avons que des retards, encore et encore. Cette fois, Trump semble réaliser que Poutine lui fait perdre son temps.
C'est pourquoi on revient à son premier tweet, où le président Trump a pour la première fois officiellement confirmé que la Russie est l'agresseur dans cette guerre. La Russie a envahi un pays. Et en plus de cela, il parle aussi du fait que l'Ukraine, si elle veut gagner ou si elle veut la paix, doit mettre la pression sur la Russie. Ils doivent entrer en Russie. Ils doivent montrer aux citoyens russes qu'ils sont en guerre, et ils doivent s'assurer que le peuple russe ressente la guerre tout comme le peuple ukrainien la ressent. Chaque nuit, je parle à des gens en Ukraine. Ils ne peuvent pas dormir, surtout dans les grandes villes, parce que la Russie continue de lancer des centaines et des centaines de drones et de missiles chaque nuit sur des civils innocents. La Russie ne comprend pas la diplomatie, ils comprennent la force. Pour la paix en Ukraine, il faut montrer de la force à la Russie. J'espère que le président Trump agira ainsi cette fois. Il semble que nous faisons un pas dans la bonne direction, car le président Trump vient d'annoncer qu'il a choisi de se retirer des négociations de paix entre Poutine et Zelensky. Je suppose qu'il fait cela parce qu'il a compris que Poutine ne veut pas la paix. Surtout, Poutine ne veut pas la paix par la diplomatie. Et bien sûr, cela ne veut pas dire que nous devons envoyer des soldats américains sur le terrain. C'est quelque chose que l'Ukraine n'a jamais demandé. Et c'est quelque chose que le président Trump a dit que cela n'arrivera pas. Il existe de nombreuses façons de faire pression sur la Russie et de mettre fin à ce conflit. Si nous voulons vraiment faire cela, nous devons commencer à exercer des pressions. Ici, nous avons l'amiral à la retraite Stavridis, qui explique quel type de pression nous pouvons exercer. Écoutons-le. Le président Bush a regardé Poutine dans les yeux et a vu son âme. John McCain, le sénateur John McCain, on lui a demandé un jour, « Eh bien, vous avez rencontré Poutine, vous l'avez regardé dans les yeux, qu'avez-vous vu ?» John McCain a répondu, « J'ai vu 3 lettres, KGB, la communauté du renseignement russe. » C'est ce qu'il y a dans les yeux de Vladimir Poutine. En ce qui concerne la pression à exercer, nous devons augmenter la livraison d'armes militaires offensives, fournir plus de F-16, plus de formation pour les pilotes, plus de soutien militaire de service à service, des missiles. Nous avons besoin d'outils économiques, comme la confiscation des 300 milliards de dollars d'actifs russes qui se trouvent dans les banques occidentales. Et nous avons besoin, comme l'ambassadeur le sait mieux que moi, d'outils diplomatiques pour approcher les Ukrainiens de l'OTAN, les intégrer. Ne les faites pas entrer comme membres à part entière. C'est un pas trop grand pour le moment, mais impliquez-les profondément dans tous les aspects de l'OTAN. En faisant ces 3 choses, vous exercerez une réelle pression sur Poutine. Nous pourrons l'amener à négocier et résoudre cela. Bien sûr, la Russie s'oppose à tout cela. Selon Reuters, la Russie exige de l'Ukraine abandon, Donbass, pas d'OTAN, ni de troupes occidentales. Et ce sont des exigences russes depuis mars 2022. Un mois après l'invasion, Poutine a déclaré « Si vous abandonnez, vous aurez la paix. N'ayez pas d'armée ni de défense, et je vous donnerai la paix. » C'est ce que Poutine souhaite pour l'Ukraine. Et ça, ce n'est pas quelque chose que nous devrions accepter à aucun moment. Ici, nous avons l'envoyé spécial Keith Kellogg, qui explique comment les États-Unis devraient réagir à tout cela. En écoutant, vous comprenez la source et l'auteur de ces commentaires. L'attitude générale est notée. Merci pour votre intérêt pour la sécurité nationale. Je pense que ce seront les dirigeants Zelensky, Poutine, Trump, ainsi que le soutien de nos alliés. Ils prendront ces décisions là-bas. Ils doivent dire ou vont dire quelque chose. J'ignorerai ce bruit, le mettrai de côté en disant « D'accord, je m'y attendais. Merci. Mais voici la voie que nous suivrons. » Et ces dirigeants devront porter la solution. Ce sont eux qui vont le faire, pas les officiers d'état-major et pas les gens qui commandent depuis la touche. Mais ils vont le faire, personne ne sera satisfait de tout le processus. Ils ne le sont jamais. Dans les négociations, ça ne fonctionne pas comme ça. Certains seront satisfaits, d'autres ne le seront pas autant. Vous allez obtenir quelque chose, vous allez perdre quelque chose. Et je pense qu'il faut le comprendre. C'est comme ça que fonctionnent les négociations. Maintenant, j'ai beaucoup de respect pour le général Kellogg. Il a été l'une des voix les plus équilibrées de l'administration. Mais je pense qu'il se trompe ici. Lavrov n'est pas juste un parlementaire exprimant son avis. Tout ce qu'il dit a été discuté avec Vladimir Poutine lui-même. Vous voyez, la façon dont la Russie est structurée. Poutine ne va pas sortir et attaquer Zelensky. Poutine ne va pas sortir et dire « Hé, il ne veut pas la paix ». Il a des porte-paroles pour faire ça, et cela inclut Lavrov. Maintenant, Medvedev, on pourrait dire que parfois il boit trop et commence à publier des tweets qui pourraient causer des problèmes.
Et c'est pourquoi nous ne devrions pas accorder trop d'importance à ce que dit Medvedev. Mais Lavrov n'est pas quelqu'un comme ça. C'est le deuxième membre le plus haut placé du gouvernement russe, juste après Poutine. On ne peut pas juste l'ignorer sous prétexte qu'un membre du personnel dit ne pas vouloir la paix. Quoi que dise Lavrov, cela vient directement de Vladimir Poutine.